quelle pierre. Allez. Bienvenue dans Prima INSEE, mes premières parties en compagnie de Diane. Super couleur, Diane, aujourd'hui d'ailleurs. Oui, je suis flashy. Ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez, tiens, Paul-Antoine? C'est brillant. Paul-Antoine, donc notre référent de l'Université de Corse. Quand vous êtes là, il y a toujours un doctorant qui n'est jamais loin. Et en l'occurrence, c'est Bastien Poggi. Voilà. Bonjour, vous êtes doctorant en informatique appliquée à l'environnement. Voilà, exactement. Et plus précisément sur les réseaux de capteurs sans fil. Les réseaux de capteurs sans fil, on va parler de ça bien sûr dans la première partie de l'émission. Et vous en avez l'habitude, hein, tous les mois, nous recevons un doctorant de l'Université de Corse qui vient nous expliquer ce qu'il fait et à quoi il sert. Donc on va voir à quoi vous servez. Bien sûr, mais avant cela, Diane, Oui. dans votre belle tenue. On va parler du 2 avril. Allez, tous les 2 avril qui ont jalonné l'histoire tout de suite. Il y en a quand même beaucoup des 2 avril qui ont marqué l'histoire, bon, de manière plus ou moins importante, hein. Alors nous partons avec le 2 avril 1792, c'était l'adoption du dollar aux États-Unis. Et donc le Congrès des États-Unis va instaurer une nouvelle unité monétaire, le dollar. Et cette disposition va renforcer notamment l'autonomie de ce pays. Et oui, en fait, ils ont créé le dollar pour lutter contre l'envahisseur anglais. Hein. C'était pour créer de la monnaie. Et il va falloir quand même attendre 1861 pour voir les premiers billets, comme on l'a vu. Paul-Antoine, vous avez quelque chose à dire d'ailleurs? Non, non, pas du tout, mais c'était effectivement... Ils faisaient la guerre, donc ils ont créé leur monnaie. Ils ont créé leur Ils sont monnaie. financés. Ils se sont financés la guerre. Giulia Moneda. Et on les a aidés d'ailleurs à être indépendants. Hein. Tout à fait. Un an plus tard, en 1793, toujours un 2 avril, la Convention déclarait Paoli traître de la patrie française, ou plutôt traître à la patrie française. Suite à l'échec de l'expédition de Sardaigne, Pascal Paoli est donc désigné ainsi. Et la Convention le somme de venir se justifier à Paris. Mais il a refusé, donc en réponse, il va réunir une consulte. Là, je fais un petit dédicace à Tsek. Une consulte et va tout simplement rompre les liens avec la Convention pour se tourner vers l'Angleterre et l'Angleterre va l'accueillir. Et oui, c'est marrant, Pascal Paoli. Il a d'abord été accueilli en héros et puis après en traître. Avec la par la Révolution, on Nobel allait vite d'un sens à l'autre. Il a échappé à l'échafaud. C'est déjà pas mal. Elle mange ses enfants, la Révolution. Oui, exactement. Il y avait aussi Pozzo di Borgo qui était sous mandat d'arrêt en même temps que Paoli. Emma continua in corsa, o piuttosto concorso, posto che in 1810, au 2 avril, c'était le mariage de Napoléon et de Marie-Louise, que l'on voit ici en gravure, je crois. C'était à Saint-Cloud, le mariage civil, et après dans le salon carré du Palais du Louvre. Il épouse donc cette archiduchesse qui a 18 ans, en grande pompe, et il va dire d'ailleurs, il va glisser à son aide de camp Savary, le jour du mariage, mon cher, épouser une Allemande, ce sont les meilleures femmes du monde, douces, bonnes, naïves et fraîches comme des roses. La classe. Il a dit aussi, Napoléon, à cette occasion, j'ai épousé un ventre. Hein, parce Voilà. qu'il avait divorcé de Joséphine parce qu'elle lui donnait pas d'enfant. Et elle va lui donner un héritier, hein, le roi de Rome. Tout à fait. Marie-Louise. Marie-Lou. Paul Naref la chantera plus tard. Ouais. 1832. Non mais c'est rigolo, juste pour l'anecdote, il attendait, hein, quand il devait l'épouser, il attendait, il trépignait tellement qu'il est allé l'accueillir directement sur la route, il est rentré dans le carrosse et il a couché avec Marie-Louise dans le carrosse, tellement il n'en pouvait plus de Napoléon. À l'époque. Merci pour cette anecdote. Merci beaucoup. Je vais continuer avec quelque chose qui va tout de suite casser l'ambiance, puisque, bon, en même temps, non, c'était la création, le 2 avril 1832, à Ajaccio, la création du cimetière du Caniccio, que l'on voit ici à l'image. So dunque più scusatemi, so quasi 200 anni che ero già su Camposanto au principio di Astra e di Sanguinari in Ajaccio. Il y en a qui prennent ça pour la ville d'Ajaccio quand ils arrivent par bateau. Moi, ça m'est arrivé des gens qui disaient, je pensais que c'était Ajaccio. Il n'y a plus de place. Non, quasi più. Non. Costagar, la fa, au manque. Nous continuons avec 1845, toujours le 2 avril. C'était la première photo au primo ritratto di Usole. Ecco ciò che è. J'aurais dû vous demander qu'est-ce que c'est avant plutôt. C'est les scientifiques qui auraient... C'est le daguerréotype du Soleil. C'est la première photographie astronomique. Elle date de 1845 donc. Et c'est Armand Fliseau qui la signe ainsi que Léon Foucault.
Voici. Non, non, quand même. 2 avril 1700, nous passons en naissance avec le 2 avril 1725, c'était la naissance de quelqu'un que nous connaissons tous, Giacomo Casanova. Giacomo Casanova, oui. Conosciamo tutti. Il est réputé pour être quand même le plus grand amoureux du monde et c'est pas rien. Ce n'est pas vous, Luc. C'est Casanova. Vivant du jeu, de l'imposture, séducteur inlassable. Il va errer de pays en pays. Il les a tous faits quasiment, je ne vais pas les citer. Et il va se faire appeler chevalier de Saint-Gat. Et comment ça va continuer? C'est qu'il va tout simplement en Espagne être emprisonné pour escroquerie et libéré, parce qu'il touche un petit peu, il a le bras long, donc il va être libéré. Et comment va commencer sa carrière de séducteur? En fait, il va avoir le cœur cassé. Cœur brisé. Cœur brisé, oh, le voilà. pauvre homme. Et il va dire, avec une courtisane qui le bernait, et c'est à Londres que ça se passe, et il va dire, c'est de ce jour que j'ai commencé à mourir. Alors, les cœurs brisés, ça me fait penser. Hugh Hefner aussi, celui qui a créé Playboy, lui aussi, ça a commencé par un cœur brisé. Voilà. C'est sa femme qui l'a trompé un jour, Cœur et pour se venger, et pas il a créé... Donadio. C'est facile comme raccourci quand même. Ah là là, ce que vous faites pas, vous Non, faites mais pas. c'est vrai, Hugh Hefner, c'est vrai aussi. Si sa femme ne l'avait pas quitté, il n'aurait jamais créé Playboy. Ça peut avoir du bon. Pardon? Voilà. Ça peut avoir du bon. Exactement. Sur le coup, Pour non. Playboy. Oui, pour ceux qui achètent Playboy. 1928, le 2 avril, c'était la naissance de Serge Gainsbourg, né Lucien Gainsbourg, puisqu'il sortait, il manquait juste un petit le A dans son nom à l'origine. Il est né un 2 avril à Paris et c'était un auteur, ça je ne le dis même pas, fils d'immigrants russes. C'était qui Fils d'immigrants russes juifs. D'abord, il voulait devenir, est-ce que vous le savez? Peintre, non? Exactement, artiste peintre et après on connaît la suite. Et puis pour terminer, je vais vous dire que le 2 avril 2005 nous quittait, ça fait déjà 7 ans donc, le pape Jean-Paul II, de son vrai nom, Karol Wojtyla. Exactement. Karol Wojtyla. C'était à 21h37 à l'âge de 84 ans. À 21h37? C'était inscrit ainsi, j'ai préféré le dire. 60 000 personnes quand même s'étaient rassemblées sur la place Saint-Pierre à l'annonce de sa mort. Et moi j'avais été à Cracovie une semaine après et alors là c'était un champ, une ville de bougies. Voilà. À Cracovie. À Cracovie. Qu'est-ce que vous faisiez à Cracovie? Je sais pas. Allez, c'est l'heure pour nous de parler donc de l'innovation. Tout de suite et d'accueillir notre chroniqueuse, Célia. Comment va, Célia? Très bien, merci. Oui, très bien, très bien. Je sais pas vrai, très bien. Pour aller mieux. Vous êtes un petit peu malade, vous êtes un petit peu malade. Oui, la voix de Marge Simpson. Ceci dit, vous avez fait votre travail hebdomadaire. Oui, quand même. Hein? Sur quoi? Sur les ondes, puisqu'elles nous entourent, elles sont partout. Alors elles sont invisibles et pourtant elles sont là. Ça fait partie quand même de notre environnement. C'est normal, pas de panique à avoir. Par contre, on n'imagine pas la quantité d'objets qui émettent des ondes électromagnétiques et qui nous entourent. Donc c'est le cas par exemple des ordinateurs, bien évidemment des télévisions, hein, on ne peut pas y échapper, mais c'est aussi le cas des lignes à haute tension, des fours à micro-ondes, des téléphones portables, bref, j'en passe, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, il y a des chercheurs comme Bastien qui se sont intéressés à ces ondes, qui ont observé en gros ce qu'elles pouvaient faire et les utilités qu'elles pouvaient avoir. Donc ce que je vous propose plutôt, c'est de regarder un reportage et on reparle ensuite de cette utilité des ondes. Le bassin de l'Ozo dans l'Ospedale, la plus haute région de Porto Vecchio, 945 mètres d'altitude et pas de couverture mobile. Comment proposer une surveillance environnementale sur un site où il n'y a aucun accès GSM? C'est la problématique à laquelle ont répondu les équipes de chercheurs de l'université de Corte. Puisque nous sommes entourés d'ondes radio, ils ont mis au point des antennes sans fil. Un moyen de contourner la topographie du site, ici coupé du monde. L'utilité de ces capteurs sans fil, donc il y a deux approches qu'on peut le voir. Premièrement, c'est l'approche recherche qui est de dire comment communiquent ces réseaux de capteurs sans fil. Donc nous, on a besoin d'études réelles, en cas concret, pour savoir comment ils fonctionnent, comment ils communiquent, ce qu'on peut amener nous comme réflexion sur ces communications. Deuxième chose, c'est ici on est sur un site où il n'y a pas de communication téléphonique et il y avait une problématique de transfert de ces informations. Donc les réseaux de capteurs sans fil permettaient, par le biais de proche en proche, comme je le disais, de transmettre l'information jusqu'à l'utilisateur final sans utiliser le réseau GSM. Donc là, on se trouve sur le bassin. Il faut savoir que sur cette zone, on n'a pas de couverture GSM, on n'a pas d'électricité. Donc la problématique, c'est de disposer un capteur sur ce barrage,
Ce capteur, il va mesurer le niveau du barrage, la quantité d'eau dont on dispose. Donc ce qu'on fait, cette donnée, on l'envoie à un nœud relais qui se trouve un peu plus haut dans la vallée. Ce nœud relais, comme son nom l'indique, il va acheminer la donnée vers ce qu'on appelle la passerelle. Donc c'est un nœud spécial qui va lui communiquer avec un serveur qui se trouve à l'université. Dans cette communication, ce qui va circuler, c'est l'information qu'on a collectée et elle va être stockée dans une base de données. Ces données sont ensuite traitées à Corté dans le but de créer un outil de simulation et d'aide à la décision. Précédemment pour le débit du barrage de l'Hospédale, mais ce système fonctionne aussi dans le transfert de données relatives aux incendies. C'est grâce à la mutualisation des compétences de la cellule technologie de la communication et de la cellule feu de l'université, et ça permet d'améliorer des techniques un soupçon archaïque. Donc voici le Pinocchio, c'est un instrument de mesure qui est dédié à la capture de données dans des incendies de végétation. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un instrument qui est relativement lourd, il fait à peu près 80 kg de charge. Il nécessite le recours de 2 personnes pour enterrer la centrale d'acquisition, pour porter le matériel sur le terrain, pour garantir tous les câblages. Et on a décidé, compte tenu des problèmes ergonomiques que ça posait, de le remplacer par un système de capteurs sans fil. Vous avez un exemple ici. L'équivalent du Pinocchio, grâce au système sans fil, se trouve donc à l'intérieur de cette boîte. Et la plupart des capteurs dont on a besoin vont venir être installés sur cette carte d'acquisition qui est ici. Désormais, le boîtier tient dans la main. En créant un réseau autonome, ces capteurs permettent du même coup de s'affranchir du poids et des fils. Et surtout, d'améliorer la prise de mesure directement au cœur des incendies. Ce qui nous importe sur la propagation d'incendie, comme on le voit ici, c'est que les informations que vous pouvez collecter en un point ne sont pas représentatives de ce qui se passe sur le reste du front de flamme. Donc le fait d'avoir plusieurs points de mesure nous donnera une vision en champ sur les modes de transfert devant le front de flamme. Les données collectées vont servir à la compréhension du feu, bien sûr, pour les gens qui font de la physique. Elles vont servir également pour les gens qui font la modélisation, à augmenter la qualité des modèles, la pertinence des modèles, de sorte à rendre valides les simulations qui sont faites sur des expériences concrètes. Et elles serviront aux pompiers à prévenir et lutter contre les incendies. Grâce à l'exactitude des données relevées par les capteurs sans fil, des données soumises au premier logiciel de simulation d'incendie mis au point à l'Université de Corse. Alors, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, Bastien, ce qu'est un réseau de capteurs sans fil? Alors, de manière très simple. Oui, de manière très simple, moi ça me va. Non, très simple. C'est des petits équipements électroniques que vous allez disposer sur une zone. Alors, cette zone, ça peut être un immeuble, ça peut être une ville, ça peut aussi être un corps humain. Et ces capteurs vont collecter des informations pour faire ce qu'on appelle du monitoring. Donc, monitor, pour ceux qui sont un peu anglophones, c'est l'écran. Donc, collecter des données et les visualiser, qu'elles convergent toutes vers un seul écran et visualiser le phénomène. Et en quoi c'est révolutionnaire, ça? Parce que jusqu'à présent, comment ça se passait? Alors, ce qui se passait avant, c'est qu'on câblait. C'est-à-dire que vous positionnez des sondes, par exemple pour une température. Bon, sur le plateau, si on voulait mesurer la température dans les différents angles du plateau, on allait disposer des capteurs et faire passer du câblage tout le long du plateau. Nous, ce qu'on propose avec les réseaux de capteurs sans fil, c'est on abat ces câbles-là, on met nos capteurs où on veut, et par onde Wi-Fi, enfin par onde sans fil, ils communiquent entre eux. Voilà. Vous avez vu sur le site, hein, c'est vraiment perdu du monde, enfin c'est vraiment isolé. Donc c'est vers chez moi quand même, hein, oui, d'accord, enfin, le barrage de l'Hospédale est là. De l'Hospédale, oui. Voilà, je fais le malin. C'est un petit peu loin, c'est un peu isolé. Donc imaginez le budget qu'il faudrait pour câbler, pour pouvoir simplement faire de la surveillance, ce serait conséquent et colossal, et c'est pas réalisable, c'est pas réaliste. Alors que Bastien, avec cette solution, il apporte vraiment une surveillance et en même temps à moindre coût. Donc c'est vraiment très intéressant. Mais allez-y. Même Bastien. au niveau du site, je veux dire, c'est un site qui est quand même préservé. Si on commence à tout câbler, creuser des tranchées, on va dénaturer le site. Et ça vaut pas le coup. En plus, c'est chez vous, donc voilà, on va éviter de. Non, mais c'est révolutionnaire, Paul-Antoine, comme pour le coup. Des capteurs sans fil, il en existe. L'intérêt de ces capteurs-là, c'est qu'ils servent aussi de relais. Chaque capteur. Parce que vous pouvez avoir des réseaux sans fil comme le réseau téléphonique, donc vous êtes accessible un petit peu de partout, hein, c'est un peu le même principe. Sauf que là, ces capteurs n'ont pas de puissance pour aller communiquer à de longues distances, donc un deuxième capteur va servir de relais, va récupérer les informations du premier pour les transmettre au troisième, qui va le transmettre au quatrième. Donc si vous avez maillé quelque chose, une zone en particulier, eh ben, vous êtes accessible facilement. C'est ce qu'on appelle le nœud relais, c'est ça? Voilà, c'est les nœuds entre eux, à la fois ils collectent des données et ils relaient les données de leurs voisins qui sont plus loin et qui sont inaccessibles. Donc ils n'ont pas besoin d'être très puissants. Pardon. Justement, qu'est-ce qu'un champ de captage alors et son application, quelle est-elle? Encore une fois, simplement,
Alors, il faut différencier le champ de communication, la portée de communication du capteur. Donc, sur les capteurs qu'on a vus, c'est à peu près 5 km. Il faut savoir qu'il y a moins, il y a plus. Le champ de captage, c'est la zone qui va être couverte. Par exemple, si on veut surveiller les incendies, savoir qu'autour du capteur, par exemple à 10 mètres autour du capteur, on peut détecter un incendie. Donc c'est ça qu'on appelle le champ de captage. Ou par exemple, une caméra, ça serait le champ de vision de la caméra. Ah, donc, comment ça on peut détecter un incendie? Qu'est-ce qui capte ce capteur? Par exemple, si le capteur mesure la température, si on remarque sur une zone, on a une hausse de la température qui est rapide, on détecte qu'il y a un incendie et ça arrive sur notre écran. Donc on peut imaginer des envois de mails, de SMS, un appel automatique des pompiers. Donc là, c'est sur les incendies. Ça peut être aussi sur l'eau, détecter une élévation soudaine du niveau de l'eau. On détecte qu'il y a une crue. Les personnes sur leur iPhone reçoivent une alerte comme quoi il faut s'éloigner du fleuve. Là, justement, c'est quel type de données que vous collectez? Alors là, on collecte le niveau. C'est-à-dire que c'est un bassin qui sert de tampon, c'est-à-dire à réguler les différentes demandes. Donc nous, ce qu'on mesure, c'est le niveau des eaux. Si on remarque qu'il y a un niveau qui diminue, on ouvre le barrage qui se trouve plus haut pour réapprovisionner le bassin et éviter qu'il y ait des carences en eau sur Porto Vecchio. Ah, c'est-à-dire que les capteurs, ça achemine. Parce que là, on a vu que ça allait jusqu'à Corté. En fait, vous en avez qui emmènent, qui vont ailleurs, c'est ça? Non, là, les données, elles convergent toutes vers Corté. Si vous voulez, elles sont collectées sur la zone, elles arrivent sur une machine qu'on appelle la passerelle. La passerelle, elle, est connectée sur Internet. Donc à partir de là, on peut y accéder de Corté, de Paris, de New York. Enfin, c'est sur le web. Justement, en fait, ces données, comment elles sont acheminées d'antenne par antenne? Parce que toutes les antennes ne sont pas les mêmes. Il y a une antenne, ce qu'on appelle esclave, il y en a une autre, c'est un nœud, etc. Alors il y a des antennes qui vont émettre et d'autres qui... Enfin, c'est le maître esclave, c'est-à-dire qu'il y en a un qui parle et l'autre qui écoute. Voilà, le principe, c'est ça. Quand une antenne communique, l'autre est en situation d'attente. Une fois qu'elle reçoit, elle va changer son statut, elle passe en émetteur parce qu'elle va relayer. Et l'autre antenne qui était, elle, en attente, reçoit le message. Alors, ça veut dire qu'il y en a combien d'antennes et de capteurs? Parce que je veux bien que vous ne mettiez pas de fil, mais si on met des capteurs tous les 10 mètres... Dans le cas de l'eau... C'est grand comment déjà un capteur? Alors là, ceux qu'on a placés, ils font la taille de... C'est ce qu'on a vu, là, comme ceux qui sont comme ça sur la caméra. La taille de la carafe. La taille de la carafe. Et vous en avez placé combien? Si on est sur l'échelle d'un corps humain, c'est des capteurs qui font la taille d'une pièce de monnaie. C'est-à-dire sur l'échelle d'un corps humain? C'est-à-dire qu'on peut déployer des capteurs comme on a déployé là sur une zone dans la nature, on peut aussi en déployer sur le corps humain, par exemple pour mesurer votre pression artérielle sur votre cœur. Voilà. Ah bon? Ouais, ça se fait. Et donc là, pour le barrage de l'Hospédale, vous en avez mis combien pour vérifier la... Alors là, en tout, il y en a 3. C'est-à-dire qu'il y a un capteur... 3, ça suffit? Tout. Dans le cadre de ce qu'on avait à faire là sur ce projet, c'était 3. Maintenant, on a imaginé en rajouter, peut-être pour mesurer justement, pour contrôler les incendies et tout ça. Il suffit d'aller le positionner et automatiquement le réseau se configure et on collecte les données. On peut même les jeter sur une zone. Donc l'intérêt, c'est qu'en plus, ils soient résistants à leur environnement. Si c'est par exemple dans le feu, il est hors de question de positionner le capteur pour que dès que le feu passe, il soit brûlé et détruit. Donc il faut aussi le rendre un petit peu... indestructible. Je dirais le blinder en tout cas. Mais c'est-à-dire, on le balance où? On peut le balancer n'importe comment. À partir du moment où le capteur a une zone d'émission, Bastien disait quelques kilomètres, plus vous le positionnez loin les uns des autres, plus il y a de la puissance pour communiquer, donc le capteur va après se détériorer. Mais s'ils ne sont pas trop loin, ils vont se reconnaître et ils vont créer un chemin pour aller acheminer la donnée sur l'ordinateur qui est la passerelle. Donc au départ, vous ne savez même pas où ils sont, vous les dispersez et eux cherchent le chemin pour acheminer la donnée jusqu'à Corté. Jusqu'au relais, c'est-à-dire la passerelle, l'ordinateur. Sur le web, et après on y accède. Après au web sur Corté. Oui, il y avait une question SMS d'un téléspectateur qui nous demandait si c'était déjà opérationnel ce système pour la prévention des incendies. Il y a déjà eu des tests, maintenant ça n'a pas été mis en production sur le terrain, c'est-à-dire ça a été en milieu expérimental. D'accord, mais allez-y par contre, parce que toute la Corse est brûlable, donc il faut mettre sur tout le territoire. Voilà, donc dans les travaux que nous avons faits sur l'étude des feux de forêt, la première étape a consisté finalement à câbler une zone test en grandeur nature, en mettant des câbles par terre, en les calorifiant, en faisant en sorte qu'on puisse mesurer. Et puis ça nous a pris plusieurs mois pour faire une expérience et la mettre en œuvre. Là, maintenant, avec ces réseaux de capteurs sans fil, on a pu le faire en quelques heures. Maintenant, on ne l'a pas reproduit sur toutes les zones, mais on étudie un certain nombre de zones de test pour pouvoir avoir une idée du comportement du feu. Et une fois qu'on aura cette idée-là, savoir combien il faut en mettre et pour un feu particulier, pouvoir les déployer.
éventuellement. Mais dans le cas d'un feu réel, on ne les a pas encore déployés. Hein. Tout le monde a envie de vous poser des questions. Là. C'est les tests qui ont été faits, accordés par la cellule feu. Il y a vraiment une mutualisation des compétences. Donc Bastien, c'est vraiment l'éthique, hein, tout ce qui est technologie de l'information et de la communication. Il travaille beaucoup sur la gestion des données, les envois. Et en fait, la cellule feu, sa contrainte, elle était plus physique. Et ils ont travaillé, en fait, la technologie de communication était au point. Par contre, il fallait mettre au point un matériau qui n'allait pas se dégrader dans le feu rapidement, qui permettait de continuer à envoyer l'information. Et on l'a vu, le Pinocchio, c'est énorme, ça pèse, pardon. Pinocchio, on rappelle, c'était le truc, le machin là qu'il a posé sur la table. C'est ça, c'était monstrueux. C'était quoi ça, le Pinocchio? Alors ça, c'est un outil avant de que mesure. Bastien arrive. C'était ça, l'outil de mesure, et ça pèse 80 kg. Mesurer quoi? Ben, par exemple, la chaleur diffuse dans un feu, la rapidité de propagation, etc. etc. Donc avant, on plantait ce Pinocchio. Hein, il fallait 2 hommes parce que les feux, c'est pas généralement quand ça part, c'est pas sur du plat, donc il fallait grimper, porter un Pinocchio qui pèse 80 kg à 2. Ensuite, il fallait creuser, je pense que c'est plus d'1 mètre de profondeur pour le boîtier qui allait effectivement récupérer les données et les transférer. Enfin, c'était quelque chose de monstrueux. Et maintenant, et puis on pouvait en mettre qu'un seul de Pinocchio. Là, ils arrivent, une seule personne peut monter, ça lui prend une demi-heure, il balance les capteurs sans fil tout le long, et on multiplie en fait les points de mesure. Donc c'est vraiment une mutualisation. Voilà, ben là, je vais dans le même sens. Je me demandais, on avait reçu il y a peu une doctorante qui avait fait un doctorat sur le feu. Est-ce que justement elle travaille en synergie de concert, du moins avec vous, sur ce projet aussi? Non, on ne se parle pas. Non, pas du tout, on ne peut pas la voir. C'est possible, hein, et tout est possible. Non, elle travaille. C'est-à-dire que le travail qu'elle fait et le travail que fait Bastien concourent tous les deux à avoir le meilleur outil, mais effectivement, ce qu'elle fait, c'est un côté beaucoup plus théorique sur la qualité de la combustion, la quantité de combustion, alors que Bastien, lui, va mesurer les données qui seront après utilisées par cette personne pour pouvoir faire ses études. Donc elle ne travaille pas dessus, mais par contre, elle vient récupérer les données réelles de terrain. Donc elle a besoin de Bastien. C'est complémentaire. Elle a besoin de ce que je fais. Voilà. Comme quelqu'un dans une autre université, à rigueur, peut se servir de ce que je fais. On ne se limite pas uniquement à... L'objectif de Bastien étant de récupérer les données, et après l'objectif des physiciens dans le cas est d'utiliser ces données, qu'elles soient récupérées par des Pinocchio ou par des capteurs sans fil. Pour eux, finalement, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas de les données, c'est-à-dire un Pinocchio, ça récupère quoi comme données? La vitesse de production, c'est ça? La température aux différents moments de la journée. Et pas que la température, vous pouvez la température, le vent, la puissance du vent, puisque forcément, dans un feu, le vent a une influence prépondérante à la propagation. L'hydrométrie, c'est-à-dire la quantité d'eau dans les végétaux. Et une fois qu'on a ces informations-là, l'habitude, c'est de donner aux pompiers. Et les pompiers savent comment mieux combattre le feu, c'est ça? Voilà, vont savoir. C'est ça en gros, oui. Vont savoir. Donc, combien de temps le feu va arriver sur telle route, voilà. Connaissant dans une zone le vent, parce qu'on connaît les vents dominants, mais après, on a des micro-tourbillons, c'est-à-dire que si on a une vallée, on connaît le vent dominant, mais à l'intérieur, il peut y avoir des tourbillons, c'est-à-dire que si le vent en altitude va dans un sens, dans la vallée, il peut aller complètement dans l'autre sens, et en se disant, en ne connaissant pas le vent, en se donnant rien que la direction du vent, on va se dire, le feu il va aller dans la direction nord, alors que dans la réalité, il va venir dans le sens inverse. Donc si on a la mesure au niveau du terrain, on est beaucoup plus précis. Il y a une question de la rue, excusez-moi, mais il y avait quelqu'un dans la rue, je sais, il m'a dit, Luc, il faut absolument que je pose ma question. Ce dispositif n'est-il pas nocif? Alors, est-ce qu'il y a un impact? Je vous réponds oui. Est-ce que cet impact est significatif? Je vous réponds non. C'est-à-dire qu'il y a une onde physiquement, il y a un signal qui est émis. Mais après, au niveau de la santé, que ce soit même au niveau d'un être humain, on est sûr que c'est négligeable. Au niveau des végétaux, tout ça, c'est négligeable aussi. Si on rentre dans ce débat-là, on va parler aussi des téléphones portables. Ouais. Si on compare, il y a l'environnement. Pour éviter les incendies, c'est-à-dire qu'il y a un impact, mais si ce type de capteur avait un impact nocif, je pense qu'il faudrait arrêter pratiquement toutes les transmissions. La télévision serait beaucoup plus nocive. Touchez pas à la télévision. Touchez pas à la télévision. Non, mais pour l'environnement, parce que vous dites on arrive et hop, je distribue mes capteurs. Non, pareil. Parce que vous les récupérez après ou parce qu'ils sont biodégradables? On les récupère. Logiquement, ceux qu'on a positionnés sur l'ose, ils sont alimentés par panneaux solaires.
Donc d'ici qu'ils tombent en panne, on a le temps de voir. Mais maintenant, voilà, mais vous savez exactement où ils se trouvent? Ils sont référencés, oui, on a des bases de données où ils sont référencés. Et oui, énergétiquement parlant, ils utilisent des énergies renouvelables finalement. Ça dépend lesquelles. Il y en a certains qui fonctionnent sur batterie, mais plus on va, plus on évolue vers des solutions avec des énergies renouvelables. Vraiment, je voulais juste revenir faire un point. Il y a vraiment une mutualisation des compétences, on l'avait vu. Il y a le logiciel de calcul de vitesse du vent, le logiciel de calcul de propagation d'incendie. Et toutes les cellules, enfin, je ne sais pas si c'est propre à Corté, mais il y a vraiment une mutualisation de toutes ces compétences. Une synergie. Mais vous, alors, Bastien, votre thèse, c'est quoi? Parce que là, on a vu l'application sur le terrain, mais votre thèse, moi, c'est parti de cette application. Ce qui s'est passé quand on allait disposer les capteurs, on est monté, on a vu que ça captait pas, on est allé à un autre endroit, on a vu que ça captait pas, donc on a fait un beau parcours. Et au final, on s'est dit, il nous faudrait un outil pour savoir exactement où positionner les capteurs. Donc moi, ma thèse, c'est ça, c'est vous vous mettez devant l'ordinateur, vous dites je veux surveiller un incendie, où est-ce que je vais positionner les capteurs? Donc je sais que sur telle zone, j'ai un point sensible, j'ai une végétation qui est assez sèche, donc je vais plutôt les mettre ici. Donc c'est de voir partout où il faudrait des capteurs en Corse pour... Voilà, voir les zones, comment les déployer. Vu qu'ils communiquent tous entre eux, il faut qu'ils soient quand même dans le même, à proximité. Donc ma thèse, c'est ça. Et après, ça peut être appliqué à d'autres déploiements. On peut imaginer le déploiement de caméras. Les autres déploiements, on va les voir dans 5 minutes, si vous le voulez bien. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que les incendies. On va voir plein de choses de domaine d'application. Vous ne bougez pas. Non, vous ne bougez pas. Et puis vous non plus. On se retrouve tout de suite pour voir le déploiement. Et puis on va voir un autre docteur assez sympathique, assez surprenant. Sciences de l'éducation. Allez, à tout de suite.